Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Anne Coppel et les drogues à Paris dans les années 70, épisode 1. Si vous êtes un auditeur assidu de Substance, vous vous souvenez sans doute des épisodes d'Anne Coppel, une sociologue qui a travaillé et milité au cours des 40 dernières années pour que la France améliore sa politique des drogues. Lors de notre premier entretien, une phrase avait retenu mon attention. Elle décrivait en quelques mots l'ambiance à Paris au début des années 70. J'étais très curieux qu'elle m'en dise plus, mais à ce moment-là, on était resté focalisé sur l'objectif de l'entretien, qui était dédié à l'apparition et au développement de la réduction des risques en France. Mais en y repensant un petit peu plus tard, je me suis rendu compte que j'avais finalement une idée assez peu précise de l'usage de drogue dans les années 70 en France. Quand je pense à cette époque, ce sont presque exclusivement des images en provenance des États-Unis qui me viennent, grâce aux films, aux documentaires, aux livres auxquels j'ai eu accès sur la contre-culture américaine. J'ai donc proposé un deuxième entretien à Anne Coppel pour qu'elle nous raconte cette époque. En 2 épisodes, elle va nous dépeindre comment la politique, l'amour, l'amitié et les drogues se sont entremêlés pour faire sortir une jeune étudiante de bonne famille des ornières bourgeoises qui traçaient son destin. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Je suis née dans une famille très éduquée, d'intellectuels de gauche. Ma mère était psychanalyste et mon père était ingénieur, mais enfin il a créé sa propre boîte assez rapidement. Donc une famille plutôt privilégiée, nettement privilégiée. Et j'ai fait des études de lettres classiques à la Sorbonne. Je suis née à Paris, oui. Et donc à la Sorbonne, en 1966, j'ai commencé. J'ai vécu mai 68 au cœur du quartier latin. J'ai eu une enfance plutôt... heureuse, c'est peut-être un peu excessif, mais privilégiée en tous les cas. J'étais pas vraiment heureuse parce que... il y avait un poids dans ma famille, en fait, dont j'ai hérité. J'étais très proche de mon père. Et j'ai mis beaucoup de temps à sortir d'une relation beaucoup trop fusionnelle avec mon père. Donc ça a été l'adolescence a été particulièrement difficile, en fait. J'ai été complètement bloquée. J'avais pas de projet particulier. Dès que j'ai fait des études, j'ai suivi les gauchistes. Bon, ma famille était de gauche de toute façon, donc c'était pas non plus une révolution, mais disons qu'ils n'étaient pas révolutionnaires. Voilà. J'ai eu un amant qui suivait les cours d'Althusser. Donc j'ai suivi les cours d'Althusser, qui étaient sur Marx en fait. Donc je me suis mise à lire Marx. Et disons que j'ai été tout de suite influencée par la révolution culturelle. D'autant plus que à l'université, j'étais à l'UNEF en fait. J'avais commencé à lire Bourdieu. Et donc, pour moi, il y avait une révolution dans la culture qui devait nécessairement accompagner la révolution sociale, quoi. J'ai été très vite tendance... maoïste. Je ne suis pas rentrée dans une organisation, la l'UJCML, pour plein de raisons en fait, mais j'étais en tous les cas convaincue que... parce que la question centrale au fond, qui était celle de ma famille, mon père avait été assez proche des communistes, mais j'avais reçu dès l'enfance une éducation à la fois politique et anti-stalinienne. Donc la question centrale, c'était d'accord la révolution, mais comment éviter le stalinisme, la bureaucratie. Je me suis surtout impliquée dans l'action de l'UNEF. Comme je faisais des études de lettres, la question c'était, et qu'on était destiné à devenir professeur en fait. Bon, ça ne me plaisait pas vraiment parce que je trouvais que c'était...
Mais enfin, j'imaginais pas un autre avenir non plus. Enfin, j'imaginais pas mon avenir, en fait. J'avais pas de projet. Mais donc, j'ai participé beaucoup à tout un travail sur les questions d'éducation, on dirait aujourd'hui de transmission. Et puis, je me suis quand même, j'étais à un moment, parce que 1966, c'était un moment de grande ébullition intellectuelle. Donc, je lisais beaucoup, Lévi-Strauss d'un côté, Bourdieu de l'autre, du côté des sciences sociales plus que du côté de la philosophie, et puis du côté vraiment politique, quoi. Et l'UNEF avait joué un rôle déterminant de soutien à la guerre d'Algérie. Donc il y avait aussi toute une ambiance anticoloniale. Il y avait la tricontinentale, il y avait les travaux de Maspero qui sortaient. Donc j'étais étudiante, quoi. Donc apprendre, comprendre, voilà, c'était quand même l'essentiel de la démarche. La question des drogues n'existait pas. Enfin, moi, dans ce que j'ai connu, moi, ça n'existe pas. Pendant mai 68, j'ai pas rencontré une seule personne qui s'est droguée, ou du moins, si je l'ai rencontrée, je l'ai pas reconnue. On n'en parlait pas, on ne s'y intéressait pas. On savait quand même que à l'Odéon, par exemple, il y avait certainement des gens qui consommaient des drogues, mais on s'en fichait, on était en train de faire la révolution, on avait d'autres choses à faire, quoi. Et puis, il y avait les Katangais qui occupaient la Sorbonne. Et dont, après, quand j'ai mené l'enquête de façon plus systématique auprès des gens qui les ont connus, oui, c'était des gens qui consommaient déjà des drogues diverses, cannabis, amphétamine, pour les témoignages que j'ai obtenus. Et donc ces Katangais, c'est comme ça qu'on les appelait, parce qu'il y en avait un qui revenait du Katanga. Mais en fait, non, c'est comme m'a raconté mon amie Malika, qui les a connus, quand l'UNEF les a... enfin, parce que à un moment, l'UNEF a nettoyé, les a vidés de la Sorbonne. Et elle, sa version, elle était dans la rue, sa version, c'est « Ah bah ça y est, ils ont vidé les anarchistes, quoi ». Les Katangais, c'était pas... non, mais ils s'appelaient comme ça parce qu'il y en avait un qui revenait du Katanga et qui était avec son arme. Bon, il revenait d'une guerre africaine où il était armé, il était complètement allumé, et il y avait d'autres des gens qui étaient avec lui et ils consommaient des drogues ensemble. Et puis à part ça, ils avaient tendance comment dire, ils descendaient en bas dans la Sorbonne, dans les couloirs, et ils avaient tendance à piquer le fric de tous les gens qui passaient. Voilà. Enfin, à obtenir, bon, quelquefois, ils voulaient 1 franc, 2 francs, mais enfin, bon, ils pouvaient aussi prendre le portefeuille, quoi. C'était pas des étudiants, c'était des marginaux. C'est parce qu'au quartier latin, il y avait justement une zone. C'était une halte sur le chemin vers les Indes. Donc, vous aviez une zone dans le quartier latin que moi, je ne connaissais pas, mais parce que je n'étais pas là-dedans, et je ne m'y intéressais pas. Mais il y avait justement des hippies que Olivenstein a rencontrés sur le bord de la Seine. Il y en avait à la Fontaine Saint-Michel. Et les toutes premières initiatives de soins, ça a été par des éducateurs qui se sont occupés de ces galériens, parce que Enfin, il y en avait qui étaient des hippies, qui étaient en marche simplement, et pour qui c'était une halte. Mais il y en avait aussi qui étaient simplement des galériens de la rue, et qui, comme on dit toujours d'ailleurs pour les galériens, qui consommaient n'importe quoi. C'était une halte sur le chemin qui allait en Turquie, qui allait aux Indes, ou qui allait simplement peut-être à Ibiza, ou qui pouvait partir de Londres, qui pouvait partir de Suède. Enfin, c'était une halte, c'est-à-dire qu'il y avait déjà avant, dans la génération d'avant les hippies, donc parce que la France, c'était un pays où il y avait une tradition
artistique, littéraire en matière de drogue. C'était le pays d'Antonin Artaud, c'était le pays de plein de drogués, enfin, en tous les cas, d'avant-guerre, hein, parce qu'après-guerre, ça a été complètement mis de côté, en fait. À partir du milieu des années 30, on n'a plus parlé de drogue dans les milieux littéraires et artistiques. Et ce qui a succédé à ça, d'ailleurs, c'est l'engagement politique. Il y avait le nazisme d'un côté, le communisme de l'autre, et bon, c'était plus le temps des expérimentations du début du siècle, quoi. Mon premier joint, c'était en 1969. J'avais trouvé ça sympa, quoi, mais bon, Je l'ai fait parce que j'étais avec des amis qui m'ont proposé, il y avait un joint qui circulait, j'ai tiré sur le joint. Moi, j'étais assez, suiviste peut-être. J'avais peur de rien en fait, et donc ça me faisait pas peur, mais ça me fascinait pas non plus. Je pensais pas que ça allait bouleverser ma vie, et c'est pourtant ce qui s'est passé. Je pense qu'avec le cannabis, j'ai quand même... entre le cannabis et le LSD, il s'est passé très peu de temps, hein. Peut-être 2 semaines ou un truc comme ça. Oui. Donc, oui, c'est très rapide. Mais enfin, disons qu'avec le cannabis, j'ai commencé à écouter de la musique autrement. Et ça m'a donné une sensibilité à la musique. Donc, ça me plaisait. Enfin, j'aimais ça, quoi. J'ai tout de suite ressenti une exacerbation de ma sensibilité, de mes émotions. Et oui, ça me plaisait. Ça s'est passé assez simplement, dans l'ignorance complète et dans une inculture absolument radicale. Je n'avais jamais entendu parler de drogue. Elle est rentrée d'abord quand j'ai rencontré Julien, qui lui était un Québécois et qui avait eu déjà une expérience qui avait déjà pris pas mal de drogues différentes, dont justement j'ai commencé à fumer avec lui. Je suis tombée amoureuse de cette personne. Et j'ai commencé à fumer. À l'époque, j'étais déjà à l'université en tant qu'enseignante. Et je travaillais sur la linguistique parce que j'avais fait des études en linguistique. Donc la linguistique appliquée à l'enseignement du français. Et donc, c'était une petite échappée que je découvrais miraculeuse, quoi. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai pris mon premier acide. Oui, je m'en souviens très bien. Ça a commencé dans le studio où nous vivions tous les deux. Bon, je ne sais pas quelle musique on a entendue. On n'est pas resté d'ailleurs dans l'appartement, on est sorti. Et ce dont je me souviens, c'est un sentiment d'émerveillement. D'émerveillement sur la beauté de l'eau qui coulait dans le ruisseau, de je sais pas quoi, voilà. Et tout d'un coup, tout d'un coup, alors que j'étais quelqu'un qui était plutôt déprimé, coincé, tout d'un coup, la vie m'a semblé extrêmement simple, extrêmement belle, et d'avoir envie de la vivre. Ça, c'est un bouleversement important qui a fait que dans la suite, j'ai jamais résisté. Chaque fois que ça pouvait se présenter, j'ai pris des drogues. Je pense que là où j'ai vraiment été bouleversée, parce que ensuite on est parti assez vite en vacances et dans le Jura, et donc là j'ai connu une expérience, qu'on pourrait qualifier de mystique, parce que j'ai vécu, j'ai enfanté le monde. Et j'ai revécu toute l'histoire de
de la création et de l'humanité. Donc c'est un des trips les plus forts de ceux que j'ai vécu, quoi. Bon, et ça, à partir de ce moment-là, c'est devenu très très compliqué pour moi de retourner travailler à l'université. J'aimais pas, j'étais à l'université de Paris 13, j'aimais pas l'ambiance qu'il y avait dans cette université. Et j'ai commencé alors que j'étais dans une logique qui mène à une carrière universitaire, hein, donc, mais ça devenait insupportable pour moi de continuer à travailler. Je voulais vivre autre chose, et j'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui m'arrivait, quoi. Il y a ce qui m'est arrivé à moi, et il y a le fait aussi que j'ai rencontré un groupe d'amis à l'université de Vincennes, et je suis rentrée dans ce trip de plein pied tout de suite, quoi. J'ai plongé dedans, en fait, sans réticence, sans me demander où c'est que ça m'allait. J'avais enfin le sentiment de vivre, et de vivre une aventure, surtout. Mes amis formaient une bande complètement hétéroclite, parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout. Bon, il y avait des gens qui étaient plus ou moins universitaires ou plus ou moins étudiants ou qui l'avaient été. Il y avait des gens des classes moyennes. Bon, il n'y avait pas de classe très supérieure. Enfin, je dirais, c'était plutôt des petites classes moyennes. Et puis, il y avait la bande de Pantin. La bande, elle s'est formée à Vincennes. Et donc, il y avait déjà une partie de cette bande qui suivait les cours de Deleuze, qui m'ont entraîné là-dedans. Et puis, il y avait une partie de la bande qui était la bande de Pantin, qui venait vendre de l'herbe à l'université de Vincennes. C'était d'abord des consommateurs avant d'être des dealers, mais c'était quand même des dealers. D'herbe ou de cannabis, hein, parce qu'ils avaient déjà fait deux voyages, je crois. Donc, on était en 1972, là. Hein. Ils avaient déjà fait 2 voyages au Maroc. Donc la bande, elle s'est formée en partie sur Vincennes et en partie dans les voyages de Maroc où ils ramenaient du shit, en fait. Oui, ils allaient dans les montagnes et ils ramenaient des kilos d'herbe, ou de shit plutôt, exactement. Oui. C'était pas des grands... Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que les drogues, à cette période-là, se sont diffusées par des consommateurs, en fait, qui revendaient une partie et surtout pour payer leur consommation. Bon, après, quand ils n'avaient pas de ressources, c'était aussi pour se payer de la bouffe et ce dont ils avaient besoin. Mais enfin, disons que je ne se considérais pas comme des dealers. Dans mon groupe, on trouvait ça complètement naturel de consommer et de dealer. Ça se faisait à tour de rôle dans le groupe et voilà. Et tout le monde, à un moment donné, s'est retrouvé dans une situation où il revendait à ses copains, enfin, en fonction des produits qu'ils pouvaient se procurer ou des produits qui revenaient des voyages. Et donc, cette bande de Pantin, elle était composée de gens qui habitaient à Pantin, dans la grande cité de Pantin. Il y avait les 3 frères Vazak, qui étaient des enfants d'ouvriers polonais. Il y avait un juif marocain. Il y avait je parle des hommes, hein, mais bon, les femmes aussi venaient d'un peu partout. Mais il y avait le fils d'une Bretonne qui était tout noir, parce que sans doute il y avait eu voilà, et donc c'était une bande... enfin, il y avait à la fois des Maghrébins, des Juifs. Je parle de ça parce que, à la Sorbonne, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de nos appartenances religieuses ou ethniques, enfin, comme on veut. Il y avait beaucoup de Juifs parmi les militants gauchistes, mais ça ne se disait pas. C'était pas un sujet. Mais par contre, dans mon groupe de copains, ça se discutait. Parce que ce qui se passe, c'est que, quand on est défoncé, toutes les idées qui vous passent par la tête, vous pouvez les mettre sur la table, et puis si ça répond, voilà. Et donc la question des relations entre juifs et arabes, elle se posait surtout d'ailleurs avec des juifs qui venaient d'Afrique du Nord. Hein. Ça se discutait, quoi. Il y avait une discussion sur l'héritage de la religion, il y avait une discussion sur
les entités qu'on a dans la tête. Enfin bon, on parlait de tout, quoi. Ah, tout à fait, les discussions étaient passionnantes et j'étais tout à fait passionnée. Oui, oui, c'était vraiment une rupture, comme je dirais de l'époque althussérienne, une rupture épistémologique. Et une rupture dans la façon de concevoir le monde, en fait, de l'interpréter, parce que de toute façon, c'est une rupture avec le rationalisme dont j'avais hérité. C'était une ouverture sur des mondes imaginaires dont je savais à peine que je les portais en moi, quoi. Ou en tous les cas que je recevais autour de moi, quoi. On l'a vécu comme une révolution. On pensait que... Enfin, il y a eu un moment de l'histoire où nous, ou en tous les cas moi, j'ai du mal à parler pour tout le monde, mais enfin, je veux dire, il y avait cette idée qui flottait qu'on était en train de faire la révolution, parce qu'il y a une partie de cette bande qui venait des milieux gauchistes, soit trotskistes, soit maoïstes, soit autre chose, mais sartrien, il y avait un sartrien. Enfin bon, donc les gens, ils venaient aussi de différents univers intellectuels et politiques, mais bon, la bande de Pantin, c'était vraiment des anards, quoi. Et je pense que ils ont été beaucoup à la pointe de cette révolution. Ils se sont emparés tout de suite de la contre-culture, en fait. Ils s'y sont retrouvés en termes de musique, en termes de liberté. Ils n'avaient pas de limite. Ils savaient se laisser aller complètement à ce qu'ils ressentaient, en fait. Et voilà. Et donc, d'une certaine manière, ils ont été un peu des poissons pilotes. C'était pas des grands bagarreurs, hein. Bon, c'était pas non plus, je dirais, je les appellerais pas des babacools parce que quelquefois, quand j'ai appris ce mot de babacool des punks, enfin ils sont devenus punks, par exemple. Ils sont tout de suite reconnus dans le mouvement punk dès le milieu des années 70. C'était bon, mais c'était pas des garçons violents, en fait. Mais bon, c'était quand même des barjots. C'était plutôt des barjots, quoi. Ce que vit Yann Coppel pendant ces années-là est suffisamment fort pour remettre en cause pas mal de choses, et notamment son rapport avec l'université, vous l'entendrez. Je vous rappelle avant de vous quitter qu'il existe une page Tipeee grâce à laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, m'aider financièrement à produire ce podcast. Dans le prochain épisode, Anne nous racontera l'impact que sa nouvelle vie va avoir sur l'ancienne, mais aussi les cours de Gilles Deleuze sous acide, l'arrivée de l'héroïne dans son groupe et les conséquences qui en ont découlé. D'ici là, portez-vous bien.